Bienvenue dans le débat de France 24. On l'appelle l'Empire du Milieu en référence à l'histoire. Un terme plus que jamais d'actualité. La Chine est bien au centre en ce moment, au cœur de toutes les tensions avec l'Occident et pas seulement. En quelques semaines, Pékin a multiplié les fronts avec les États-Unis, avec le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. L'Union européenne n'est pas en reste et même l'Inde pour des questions territoriales à la frontière. La guerre froide, celle qu'on nous prédit depuis des mois, est-elle cette fois déclarée? On en débat avec à mes côtés ici même Chunyan Li, bonjour. Vous êtes fondatrice de Feida Consulting qui s'intéresse notamment aux affaires franco-chinoises et vous êtes l'auteur de Réussir sur le marché chinois. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Également avec nous aujourd'hui mon confrère Dorian Malovic, chef du service Asie à la Croix. Bonjour Dorian. Bonjour. Et puis Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, est avec nous en direct. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Et on va revenir d'abord sur les dernières sanctions annoncées par les États-Unis, la fin du statut préférentiel accordé jusque-là à Hong Kong. Washington entérine ainsi la reprise en main du territoire par Pékin. Céline Bay. Un discours durant lequel la Chine en a encore pris pour son grade. Donald Trump avait deux annonces à faire mardi. D'abord, il met fin au régime économique préférentiel accordé par les États-Unis à Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. Le président américain a voulu montrer son opposition à la loi de sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong et jugée liberticide. Il a annoncé des sanctions contre des responsables chinois impliqués dans la mise en œuvre de cette loi. Réponse quasi immédiate de la Chine, qui a promis des représailles contre des entités et des individus américains. Les pressions de Washington sur Pékin se multiplient ces derniers jours. Lundi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qualifiait d'illégales les revendications territoriales de la Chine en mer Méridionale, prenant ainsi position pour les autres États riverains. 美方声明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾。 Et dans ce bras de fer entre deux grandes puissances est venu s'ajouter le Royaume-Uni, pour le plus grand bonheur des États-Unis. Encouragé par Washington, Londres a annoncé l'exclusion de Huawei de tous ses réseaux 5G. D'après les autorités britanniques, le géant chinois des télécoms représenterait un risque pour la sécurité du pays. Depuis plusieurs mois, les États-Unis accusent Huawei d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Chunyan Li, on vient de le voir, les États-Unis ont donc mis fin à ce régime préférentiel. Ce n'est pas vraiment une surprise. La Chine, elle menace à son tour de prendre des sanctions. Lesquelles? La Chine pourrait poser plus de contraintes, par exemple au développement des entreprises américaines en Chine. Et en même temps, je trouve que c'est très dommage parce que cela va impacter des investissements dans les deux sens. Surtout à Hong Kong, jusqu'à aujourd'hui, le dollar américain peut être échangé librement avec le dollar de Hong Kong. Et surtout, on bénéficie des avantages sur les droits de douane. Donc, il y a même beaucoup d'entreprises chinoises basées en Chine continentale qui ont créé des structures à Hong Kong justement pour avoir des facilités sur des transactions internationales ou sur les exportations ou les importations entre les deux pays. Voilà. C'est la fin, Bruno Tertrais, d'un privilège dont jouissait jusqu'à présent Hong Kong. C'est la mort d'une certaine manière de Hong Kong comme place financière privilégiée à travers le monde. Je crois que c'est très clairement la fin d'un certain rôle financier de Hong Kong, même si certaines grandes banques ont déjà fait savoir qu'elles resteraient, d'autres qu'elles partiraient, mais en tout cas, c'est la fin de l'exception hongkongaise. Et cette fin, elle a été précipitée par l'adoption de la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Il était très difficile pour les États-Unis et surtout pour le Royaume-Uni d'ailleurs de laisser passer ce changement de statut, car c'est un changement de statut dans les faits de Hong Kong, sans réagir, même si cela doit avoir des conséquences financières. Mais on peut évidemment regretter que cette évolution, mais il était très difficile pour Washington, pour Londres et pour d'autres de ne pas réagir.
Dorian Malovic, c'est un risque qui était intégré, d'après vous, par Pékin. La Chine a passé par pertes et profits cet avantage dont bénéficie Hong Kong, qui était d'une certaine manière la porte d'entrée financière vers la Chine, mais aussi de la Chine vers l'Occident. Oui, c'est-à-dire historiquement, Hong Kong, de tout temps, depuis plus d'un siècle, a été une porte d'entrée et de sortie pour la Chine continentale, même quand la Chine était fermée ou supposée totalement fermée sous Mao. Même sous mandat britannique. À l'époque, même sous Mao, il y avait encore des passages possibles, des exportations de médicaments, enfin il y avait toujours un filtre, et puis ça s'est ouvert, et puis les Hongkongais en ont profité pour investir dans le Guangdong, et puis les Taïwanais aussi, et donc Hong Kong était toujours je dirais la porte intermédiaire, c'est-à-dire c'était là où on se posait avant d'aller en Chine, et la Chine aussi. Les Chinois, les entreprises chinoises se sont installées. Je vous rappelle quand même que plus de la moitié des entreprises cotées à la bourse de Hong Kong sont aujourd'hui des sociétés continentales chinoises. Donc c'est quand même un lieu où les Chinois en profitent parce que c'est là où vous avez de la finance, des devises. Et puis à l'inverse, les étrangers aussi font des affaires à Hong Kong parce que vous aviez un état de droit, vous aviez des avocats, une justice qui vous permettait de vous défendre, ce que vous ne pouvez pas faire sur le continent. Donc ça, c'était effectivement ce qu'on pouvait faire à Hong Kong. Cette loi de Trump, pour moi, il faut aller dans les détails. C'est pas très net, on ne sait pas tout ce que ça va impliquer. On sait qu'il y aura les droits de douane, ce sera très compliqué. Même les pro-démocrates à Hong Kong, beaucoup demandaient que Trump, symboliquement, mais même fortement, mais comme le disait Bruno Tertrais, ne pouvait pas ne pas signer cette loi. Mais ça va être aussi à double tranchant pour les sociétés américaines aussi à Hong Kong, qui elles aussi, vont en pâtir. Exemple chez nos confrères du New York Times qui déménagent une partie de leur bureau à Séoul, par exemple. Alors ça, c'est beaucoup plus, de mon point de vue, lié à la loi de sécurité nationale imposée par Pékin sans passer par le Parlement local, c'est-à-dire que la liberté de la presse, évidemment, n'est plus aujourd'hui garantie à Hong Kong. Un journaliste du New York Times n'a pas eu son visa renouvelé à Hong Kong, le même qui avait été renvoyé de Pékin il y a déjà 5-6 ans, lorsqu'il avait fait une enquête sur la fortune de la famille Xi. Et il s'était réfugié à Hong Kong, comme tout le monde le faisait à l'époque, pour travailler à Hong Kong. Et maintenant, l'immigration lui a refusé son visa de travail. Donc petit à petit, ça va se vider de ses substances et les grands médias vont déménager. Ça, c'est une décision qui est liée aux craintes directes pour la liberté de la presse, et pas uniquement à la décision américaine. Non. Enfin, il y aura encore un bureau du New York Times, mais beaucoup plus restreint. Pour autant, cette décision de Donald Trump, Chun Yan-li, est-ce qu'elle risque de s'appliquer à d'autres pays, comme on l'a vu dans le cas, par exemple, du dossier iranien, où un certain nombre de pays tiers ont été dissuadés de commercer tout simplement avec l'Iran? Est-ce que ça risque d'être le cas demain d'un certain nombre de grandes puissances mondiales avec Hong Kong et peut-être ensuite avec la Chine? Vous voulez dire Trump pourrait faire la même chose Est-ce que les mesures américaines, la perte de ce statut préférentiel pour Hong Kong décidé par les États-Unis va avoir une incidence sur des pays tiers, d'après vous, ou d'autres investisseurs étrangers? Je pense qu'on ne peut pas exclure toute possibilité parce que surtout c'est très lié au style imprévisible de Trump. Aujourd'hui, il a appliqué une méthode plutôt très directe, même parfois brutale en fait, vis-à-vis des pays qu'il appréciait moins en ce moment. Donc depuis un certain temps, le ton qu'il utilise, en fait, on le constate sur son compte de Twitter. Je pense que dans le même objectif, en fait, il est possible que Trump fasse peut-être la même chose en fait avec d'autres pays. C'est pas de nature en tout cas à créer un climat propice pour relancer les négociations commerciales, par exemple, dont on sait qu'elles sont en ce moment mal en point. Il n'y aura pas de nouvelle phase de négociation avant la présidentielle américaine, d'après vous? On est déjà en juillet. Donc, l'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu en novembre. Je ne pense pas qu'on ait vraiment beaucoup de temps pour négocier. Et surtout, en ce moment, Trump a dit que je ne veux pas dialoguer avec Xi pour réduire les tensions. Et d'ailleurs, je pense qu'il a qu'il a utilisé un ton plutôt dur face à la Chine, justement dans l'objectif de gagner son élection présidentielle. Qui aura lieu en novembre aux États-Unis. Je voudrais dire un mot là-dessus. Bruno Tertrais, bien sûr, réagissez.
Oui, je ne suis pas sûr du tout qu'il faille attribuer cette décision particulière au style de Trump. Trump n'avait pas abordé la question des relations des États-Unis avec la Chine de manière confrontationnelle au tout début de son mandat. Et du côté chinois, tout ce que je comprends des experts de la Chine qui connaissent bien les relations sino-américaines, c'est que finalement, la Chine pourrait très bien s'accommoder d'un deuxième mandat de M. Trump. Il préfère, mais en tout cas, nombreux seraient les dirigeants chinois qui préféreraient Trump à Biden. En Pour revanche, quelle raison, ce Bruno dont je suis à peu Tertrais? près certain, c'est que Joe Biden aurait pris parce que c'est un homme de commerce, c'est un businessman, c'est un homme avec lequel les choses sont certes brutales, mais en tout cas claires et souvent tranchées, et qu'à tout prendre, d'après ce que je comprends, la Chine préfère ça à Joe Biden, car c'est mon deuxième point. Joe Biden aurait pris, à mon avis, exactement la même décision. Donc, attribuer cette décision particulière à Donald Trump, je ne crois pas que ce soit tout à fait pertinent. Je crois que c'est vraiment l'Amérique d'aujourd'hui, comment elle réagit, comment elle a décidé de réagir aux décisions récentes prises par la République populaire de Chine. Chunali, vous voulez répondre? Ce n'est pas Trump en l'occurrence, c'est le président des États-Unis qui, dans sa fonction, a réagi comme l'aurait fait n'importe quelle autre personnalité politique à sa place, dit Bruno Ce Tertrais. que je voulais dire, c'est que moi, je pense que c'est un facteur qui a joui quand même, en fait, dans la politique américaine vis-à-vis de la Chine depuis l'arrivée de Trump. Il y a bien sûr d'autres facteurs, mais je pense en Chine, il y a aussi différents points de vue. Il y a des gens qui souhaitent que Trump sera réélu. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Aussi en Chine, on a eu un malentendu au début parce qu'au début, quand Trump est arrivé à son poste, en Chine, on a dit que ok, Trump est un businessman, ce sera plus facile en fait de faire des affaires avec lui. C'est un côté pragmatique qui a attiré les Chinois au début. Après, on s'est rendu compte que il a un côté pragmatique, mais après, il change d'avis. Imprévisible, impulsif. Oui, ce côté imprévisible. C'est vrai que je pense que Trump joue aussi là-dedans. Du coup, ça devient quelque chose de plus difficile à saisir et ça crée même plus de difficultés pour la diplomatie chinoise. Dorian Malovic, le dernier pas le épisode choix. en tout cas à Hong Kong, le camp pro-démocratie organisait des primaires en son sein Oui. contre l'aval du gouvernement, mais sans C'est vrai. interdiction explicite. Oui. Est-ce que ça pourrait valoir à ces organisateurs de tomber sous le coup justement de cette nouvelle loi sur la sécurité nationale? Et est-ce que c'était le but d'ailleurs, d'une certaine manière, de prouver pour les opposants les effets néfastes que peut avoir pour eux cette loi? Écoutez, très franchement, depuis l'application de cette loi de sécurité nationale à Hong Kong imposée par Pékin le 1er juillet dernier, je ne vois pas ce qui pourrait être hors de cette loi. C'est-à-dire que lorsqu'on sait que des gens ont été condamnés parce qu'ils avaient même eu l'intention de manifester, lorsque d'aller voter pour des primaires vous met en porte-à-faux automatiquement, lorsque on fait campagne dans la rue et que l'on a un t-shirt où il y a marqué Liberté pour Hong Kong, ou que nous ayons n'importe quel sigle possible, même la révolution de notre temps, etc., tout ça provoque chez les Hongkongais des réactions étonnantes et créatives d'ailleurs. C'est maintenant, ils se prennent avec des placards blancs, totalement blancs, puisqu'on n'a plus le droit d'exprimer quoi que ce soit. Donc ces primaires-là sont plutôt le dernier moment possible encore pour les Hongkongais d'aller voter pour leur candidat démocrate pour l'élection du 6 septembre législative à Hong Kong. Mais je pense que lorsque vous entendez Carrie Lam, la chef d'exécutif, qui réagit en disant « Ah, mais si le camp pro-démocrate organise ses primaires pour gagner des élections législatives en septembre, cela rentre en opposition avec la loi hongkongaise et ça devient de la sécession, etc. » Donc vous C'est la êtes preuve, dans un d'après vous, univers... qu'on n'est plus finalement dans des lois démocratiques, que intentionnellement on cherche finalement à condamner cette opposition et à la faire tomber sous le coup de la loi. Ah, mais Le tout simple fait de concourir démocratiquement, en gros, lui vaut condamnation. Ah ben là déjà, vous avez eu énormément de candidats qui ont dû se désister. Vous avez beaucoup de responsables politiques qui sont en procès pour avoir manifesté il y a 1 an, il y a 6 mois, en 2019. Donc aujourd'hui, même ceux qui ont été élus aux primaires pour se présenter, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Et notamment les mois de têtes d'affiche septembre. du mouvement. Joshua Wong a eu un score très, très élevé. Enfin, en tout cas, il a Oui. emporté très largement dans son district. La preuve qu'il y a eu 600 000 votants. Donc, En la tout, preuve que oui. ces Oui, c'est primaires énorme. ont mobilisé. Ça Oui. annonce peut-être des succès pour cette opposition en septembre, ou bien ces élections, elles sont verrouillées? Alors là, pour le moment, vu les chiffres de ces primaires,
le camp pro-Pékin a de quoi s'inquiéter, comme pour les élections locales en novembre dernier, où ils ont eu un raz-de-marée par l'opposition. pour je dirais les conseils municipaux Oui. de Hong Kong, tous les conseils municipaux. Et là, effectivement, la perspective de septembre va de toute façon montrer qu'ils peuvent obtenir historiquement une majorité de députés au Parlement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc, effectivement, il y a encore quelques moyens qui seront utilisés par la chef de l'exécutif pour empêcher soit les candidats de se présenter, soit le scrutin de se dérouler normalement. Bruno Tertrais, ces élections législatives qui doivent se dérouler en septembre et les primaires que vient d'organiser en son sein l'opposition, primaires non légales ou en tout cas non autorisées par le pouvoir, ça, c'est de nature, ça à raidir d'une certaine manière Pékin, y compris sur la scène internationale et dans ses relations avec Washington? Je ne sais pas si c'est de nature à raidir Pékin, ça, il faut demander ça aux experts de la Chine, mais en revanche, ce dont je suis certain, c'est que ça va mettre encore un peu plus sur la place publique la question chinoise dans les relations internationales et notamment pendant la campagne électorale américaine. Comme vous le savez, c'est une question relativement consensuelle aux États-Unis, mais je pense qu'alors que la campagne électorale va naturellement être concentrée sur les questions intérieures, ce qui est bien normal, c'est à peu près le cas dans tous les pays, l'Amérique ne fait pas exception. Je ne serais pas surpris que dans le courant de l'automne, ça devienne pour les débats télévisés notamment une question centrale de politique internationale pour les deux candidats qui seront ainsi amenés à peut-être faire de l'escalade rhétorique sur les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils pourraient être amenés à prendre si c'est Joe Biden qui est élu. Donc je crois que la Chine va en grande partie, mais pas seulement, à cause de la situation de Hong Kong, être la question internationale centrale du débat de politique américaine pendant la campagne électorale jusqu'au mois de novembre. Les États-Unis peuvent être tentés de peser d'une manière ou d'une autre sur ces législatives en aidant éventuellement, y compris financièrement, les opposants? Non, je n'y crois pas du tout parce que ce n'est pas du tout le style ni la politique de Donald Trump. Je pense que même si ça avait été Joe Biden, ça aurait été un débat extrêmement difficile, puisque après tout, il s'agirait d'ingérence directe, même si c'est bien sûr pour aider les mouvements démocratiques et on ne peut que le souhaiter. Je ne crois pas que Donald Trump se risque à ce type de manœuvre, même si effectivement on peut souhaiter que les démocraties aident les derniers démocrates hongkongais non seulement à agir, mais tout simplement à survivre. Alors, parmi les nombreux fronts ouverts ces derniers jours par la Chine avec un certain nombre de puissances occidentales, il y a évidemment le cas de Huawei, l'équipementier télécom qui voit les portes du Royaume-Uni se fermer. Les opérateurs du Royaume ne pourront plus utiliser les équipements Huawei pour la 5G à partir de 2027. Voilà ce qu'en disent en tout cas pour France 24 Nina Masson et Laurent Berstecher. Au Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle un U-turn, un revirement complet. Entre le chinois Huawei et sa relation avec les États-Unis, Boris Johnson a choisi. Le Premier ministre a mis le géant chinois des télécoms hors du jeu britannique en raison d'un risque pour la sécurité du pays. The best way to secure our networks is for operators to stop using new affected Huawei equipment. Concrètement, à partir du 31 décembre prochain, il sera interdit d'acheter tout équipement produit par Huawei. L'objectif, faire disparaître toute trace du géant chinois au Royaume-Uni d'ici à 2027. Cette décision est le résultat de 6 mois de tergiversation. Fin janvier, à 4 jours du Brexit, Boris Johnson donnait son feu vert à Huawei pour participer au déploiement de la 5G britannique. Mais c'était sans compter sur les pressions américaines. L'administration Trump accuse Huawei d'espionnage à la solde de Pékin, ce que l'équipementier a toujours nié. L'ambassadeur chinois au Royaume-Uni dénonce de son côté une décision politique. Décision décevante et erronée du Royaume-Uni sur Huawei. Il est devenu discutable que le Royaume-Uni puisse encore offrir un environnement commercial ouvert, juste et sans discrimination aux entreprises venues d'autres pays. Selon le gouvernement britannique, l'exclusion de Huawei pourrait retarder de 2 à 3 ans le déploiement de la 5G au Royaume-Uni et pourrait coûter plus de 2 milliards d'euros. Chunyani, c'est donc une décision qui est contraire, semble-t-il, aux intérêts économiques à court terme du Royaume-Uni, prise pour des motifs autres, en l'occurrence la sécurité du pays. Vous comprenez, vous, cette décision ?
Si on regarde de plus près la décision de l'Angleterre, je pense qu'il y a aussi une raison historique. Depuis des années, l'Angleterre a entretenu des relations étroites en fait avec les États-Unis en termes de sécurité, et de plus à cause du Brexit. L'Angleterre doit maintenant s'allier encore plus avec les États-Unis. Donc depuis un certain temps, à cause de toutes les tensions entre les États-Unis et la Chine, voilà, les États-Unis essayent de mettre plus de pression sur l'Angleterre. Donc je pense qu'il y a... Vous y voyez une mise en cause de la souveraineté commerciale du Royaume-Uni, désormais inféodée aux États-Unis, c'est ce que vous dites? Je pense que derrière, il y a un enjeu politique. En fait, entre différents pays, parce que si on prend du recul, les différents pays possèdent tous, ou presque tous, des services de renseignement. Certains pays ont plus de moyens que d'autres. Donc, dans les médias occidentaux, on entend beaucoup parler de Huawei, on accuse de Huawei d'espionnage ou d'autres problèmes de sécurité, mais le problème, le souci, c'est jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment de preuves. Parce que si on veut, on peut aussi parler des affaires de Snowden, des affaires de Facebook, etc. Est-ce que les entreprises américaines donnent plus de sécurité et nous rassurent plus sur la confidentialité des données que les entreprises chinoises? Je pense que la réponse n'est pas évidente. Il n'y a pas absolument blanc ou noir. Pour moi, c'est surtout une affaire qui a été beaucoup politisée. Voilà. Bruno Tertrès, une affaire politisée. Est-ce la Chine qui inquiète effectivement le Royaume-Uni en matière de sécurité, ou bien Washington qui, il faut le rappeler, avait interdit à Huawei en mai dernier de se procurer des microprocesseurs d'origine américaine et qui donc fragilisent encore davantage d'une certaine manière, ou en tout cas rend davantage chinois ces équipements? C'est effectivement une affaire politique, mais pas une affaire politique dans le sens malsain du terme, c'est une affaire politique dans le sens noble du terme. En fait, il y a trois raisons qui, à mon avis, expliquent ce virage à 180 degrés qui a été décrit dans votre reportage. La première, il ne faut pas oublier le contexte. On vient de parler de Hong Kong. Hong Kong est une affaire extrêmement sensible pour les Britanniques, on le sait bien. Les Britanniques ont tout de suite réagi très vite après l'adoption de la loi de sécurité nationale, beaucoup plus vite que le reste de l'Europe d'ailleurs. Et donc, ça crée un contexte défavorable pour les relations avec Pékin. Deuxième raison, elle est politique, mais dans le sens de la sécurité des réseaux. Autrement dit, ce n'est pas simplement un risque d'espionnage, c'est que les opérateurs, plutôt les autorités de régulation des télécoms britanniques estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de garanties de sécurité en donnant à Huawei les clés de la 5G britannique, pour faire simple. Et le troisième facteur, mais je le mets en troisième seulement, c'est effectivement la relation avec l'Amérique. Et là, il y a un choix politique, effectivement, qu'on peut discuter, qui est peut-être moins noble, mais en tout cas, c'est un choix de stratégie politique. Dès lors que les États-Unis sont allés dans une voie, le Royaume-Uni estime que c'est peut-être pas mal de prendre la même voie que les Britanniques. Mais je crois que ça serait commettre une grave erreur que de penser que ce sont simplement, je cite, des pressions politiques américaines qui expliquent d'abord et avant tout la décision britannique. C'est d'abord une décision britannique, et je crois d'ailleurs que les questions posées en France sur la sécurité à long terme de la manière dont on utilise les infrastructures 5G, les questions sont posées également en France. Je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore quelles seront les réponses qui seront données. Mais en tout cas, c'est moins simple qu'il n'y paraît. On évoquera le cas de la France, Bruno Tertrès, mais n'est-ce pas d'une certaine manière Washington qui, une fois encore, en coupant l'accès de Huawei aux semi-conducteurs fabriqués avec des composants américains, qui contraint d'une certaine manière ses alliés, en tout cas sur la scène internationale, à se couper à leur tour de Huawei? Non, ça n'est qu'une petite partie de la réponse. On assiste effectivement en ce moment à une forme de découplage entre une économie technologique très basée sur la Chine et une partie des pays occidentaux. Mais vous savez, cette dépendance trop forte vis-à-vis d'un grand fournisseur, fût-il chinois ou peut-être il aurait pu être autre chose que chinois, c'est pas forcément très sain. On voit aujourd'hui que la mondialisation, de manière générale, a conduit à des phénomènes de dépendance que l'on peut juger excessives vis-à-vis de certains pays. C'est vrai dans le domaine sanitaire, c'est vrai dans le domaine des télécommunications. Et de son côté, le gouvernement chinois a donné pour instruction de se débarrasser d'à peu près toute l'informatique américaine dans les 10 ans qui viennent, je crois.
Donc c'est un phénomène d'escalade qu'on voit des deux côtés. Et je ne sais pas qui en tirera les bénéfices, si quelqu'un en tirera les bénéfices, mais en tout cas, c'est une forme de grand découplage technologique qu'on voit à l'œuvre. Je m'empresse de dire tout de même qu'on verra encore des produits d'électronique chinoise en France, en Europe et dans les pays occidentaux. Bien sûr, sur Huawei, c'est la 5G, c'est un enjeu extrêmement précis, c'est un enjeu central pour le fonctionnement des infrastructures, y compris étatiques des pays occidentaux. Et donc là, il y a un cas très particulier qui ne s'appliquera pas nécessairement à l'ensemble de nos échanges technologiques avec la Chine, qui, je l'espère, pourront se poursuivre. Dorian Malovic, pour qu'on comprenne bien, en quoi Huawei, une entreprise, fait-elle courir un risque en matière de sécurité aux États occidentaux qui feraient appel via leurs opérateurs à ces équipements? Écoutez, c'est toute la question. Et comme l'a dit Julian, c'est pas si facile que ça. Techniquement, je ne suis pas un ingénieur de la technique téléphonique, mais jusqu'à présent, c'est très compliqué de le prouver. Mais pour qu'on comprenne bien, il y a une loi en Chine qui contraint Huawei, qui impose à Huawei d'espionner pour le compte du gouvernement chinois. Ce que j'ajouterais pour compléter ce qu'a dit Bruno Tertrest, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments dont il a parlé, mais il est incontestable que la crise du virus chinois, du virus de Wuhan, a été aussi un élément accélérateur de la défiance à l'égard du système politique chinois, du système économique et de la stratégie hégémonique chinoise aujourd'hui, qui arrive après les répressions à Hong Kong, les répressions contre les Ouïghours au Xinjiang, contre tous ces éléments-là, la guerre commerciale américaine depuis 2 ans. Donc tous ces éléments-là additionnés jusque-là, il y a 5 ans, vous aviez en Grande-Bretagne et Pékin, c'était l'âge d'or. Oui, 55 milliards de contrats signés à l'époque. Vous aviez Cameron, vous étiez là. L'Angleterre, la Grande-Bretagne devait être le premier pays où la Chine pouvait investir en Europe. Donc, si vous voulez, vous avez un basculement et une accélération. C'est-à-dire que quand même, ce virus a été un accélérateur dramatique pour Hong Kong. De défiance envers Hong Kong, c'est ça? Alors, non, envers la Chine, contre pardon, Hong de défiance Kong, envers la parce Chine. que la Chine a vraiment accéléré sa répression, et aussi un accélérateur de défiance de la part du monde occidental, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc., sur les méthodes de fonctionnement chinois. C'est-à-dire qu'après, la nature de Huawei, il faut être très prudent lorsqu'on parle de Huawei, parce que critiquer ouvertement Huawei peut vous valoir un procès en diffamation. Donc, vous avez ce genre d'entreprise chinoise qui, par nature, comme vous disiez, dans ses statuts, a l'obligation d'obéir à la loi nationale chinoise qui, si elle demande à ces sociétés-là de leur donner un certain nombre d'éléments ou de quoi que ce soit, sont obligés de les fournir. Donc la crainte, c'est que demain, central. Huawei divulgue un certain nombre de données confidentielles aux autorités chinoises. Est-ce que c'est vrai, ça? Je pense que déjà dans différents pays, les grandes sociétés travaillent tous sur des projets du gouvernement. En France, pareil. Il y a Orange qui travaille pour des projets gouvernementaux. Après, encore une fois, cela revient toujours à la question de preuves. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que si les Américains veulent vraiment attaquer en guillemets Huawei, ils auraient déjà pu trouver des preuves sur le pacte. Il n'y a pas de législation, entendez bien, en France, qui contraigne une entreprise à livrer des éléments de son activité à l'État. Est-ce que c'est le cas en Chine? Je pense que dans ce domaine, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de loi. Mais après, en France, les grands patrons des CAC 40 ont tous un background ENA ou autre. En fait, ils ont tous des relations étroites avec le gouvernement. Je pense que pour moi, ce qui reflète... Pareil, quand même. C'est pas tout à fait pareil. Je ne veux pas dire qu'il le dit. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer de toute façon au système politique français où vous avez des grandes boîtes françaises. Si le gouvernement français demande à Bouygues de lui donner toutes les données personnelles de tous ses abonnés au téléphone... Aux États-unis, la CIA a les pires difficultés à obtenir justement des données confidentielles cryptées de réseaux de communication. Ce que je voulais dire, ça ne veut pas dire que les grands patrons du CAC 40 ont tous un background ENA ou ont une bonne relation avec le gouvernement français qui vont divulguer des informations. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que dans différents pays, plus ou moins, les entreprises, grandes entreprises surtout, travaillent
sur certains projets gouvernementaux. C'est ce qui est normal. Après, en Chine, je ne pense pas qu'il existe une loi, mais encore une fois, La concrètement, loi c'est parce que... de juin Ah oui. 2017, dont l'article 7 stipule toutes les organisations et tous les citoyens doivent soutenir, assister et coopérer avec les efforts de renseignement national en accord avec la loi et doivent protéger le secret du renseignement national dont ils ont connaissance. Donc, Ouais, c'est clair. je pense que surtout les méthodes de management ou les méthodes de gouvernance dans différents pays déjà sont différentes. Je ne suis pas en train de défendre, je veux dire, s'il y a des choses à améliorer, on pourrait toujours les améliorer. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, je pense, ce qui est le point clé, vous avez mentionné tout à l'heure, je pense au fond, cela reflète les différences idéologiques. C'est que si on regarde les technologies ou le niveau de la sécurité entre les entreprises américaines ou les entreprises chinoises, on peut parler pendant des heures. Mais je pense qu'il y a un facteur quand même très important, c'est que quand on parle de Huawei, ce qui vient à l'esprit des Occidentaux, c'est que c'est une entreprise chinoise. Voilà. C'est peut-être, voilà, les méthodes de travail sont différentes et du coup, je deviens plus sceptique. Et ça, c'est une façon de réfléchir, en fait, face aux entreprises chinoises dans les hautes technologies. Voilà. Bruno Tertrais, y a-t-il un a priori finalement, presque xénophobe envers Huawei? Ah, certainement pas. D'abord, ce n'est pas un a priori, c'est un a posteriori. Autrement dit, Huawei est une grande marque mondiale qui a développé énormément de produits intéressants et qui a pénétré le marché européen de manière tout à fait concurrentielle. Et c'est une marque à succès en Europe. Lorsque je dis que c'est un a posteriori, c'est parce que c'est ce que l'on connaît aujourd'hui des projets qui pourraient amener l'infrastructure 5G Huawei en Europe. Ces projets sont jugés par un certain nombre d'autorités de régulation des télécommunications comme ne présentant pas des garanties de sécurité suffisantes. C'est aussi simple que ça. Je ne vois absolument pas, là, en tout cas du côté européen, y compris d'ailleurs du côté britannique, une position idéologique. Et pour ce qui concerne la France, d'ailleurs, pour l'instant, on reste assez prudent. Ce que je note tout de même, c'est que les autorités de sécurité des systèmes d'information français ont plutôt envoyé des messages consistant à dire on ne veut pas de produits Huawei. Ce n'est pas les produits chinois, hein, ce n'est pas une question chinoise. Il n'y a absolument rien d'idéologique là-dedans, mais on ne veut pas des produits Huawei. Oui, en France, on déconseille aux opérateurs finalement de poursuivre avec Huawei. Hein. Je veux souligner quand même... Pour l'instant, pour l'instant, même si les appels d'offres pour la 5G n'ont pas encore été lancés en France et qui vont être, ils ont d'ailleurs été retardés, pour l'instant, les messages qui viennent de l'État français sont assez clairs, même si nous n'avons pas dit non à ce stade, contrairement aux Britanniques qui l'ont fait hier, n'avons pas dit non à Huawei pour la 5G en France pour les consommateurs. Faut-il dire non ? Je ne vois pas du tout de dimension idéologique et encore moins... moi, je ne sais pas, c'est un jugement technique. Et ça, je ne suis pas en mesure de donner ce jugement technique. C'est extrêmement complexe. Vous savez, moi, je ne sais pas s'il faut dire non. On peut se poser la question de savoir si, de manière très politique, effectivement, il faut avoir moins de relations de dépendance avec la Chine. Et là, on peut avoir un avis. Mais pour la 5G en France, moi, je pense que ça doit être un avis très tout simplement technique et technologique et sécuritaire. Et donc, évidemment, moi, je ne peux pas donner ce jugement. Je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus dans le sens où de dire que les technologies venant de la Chine, forcément, il y a un problème qui se pose sur la sécurité ou sur la souveraineté nationale de la France ou de l'Europe. Parce que si on regarde plus près les technologies Huawei sur 5G, d'après Deutsche Telekom d'ailleurs, les technologies de Huawei 5G ont 2 ans d'avance. Comparativement aux concurrents Ericsson et Nokia. Exactement. Donc, si on dit que, maintenant, il y a un problème qui se pose sur la souveraineté de la France ou de l'Europe, mais concrètement, c'est quoi ? Donner des preuves. Je pense qu'il y a un facteur idéologique qui joue dedans. Après, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que ce n'est pas simplement une question technologique.
Des failles dans la sécurité, en tout cas des préoccupations de type sécurité, nous dit Bruno Tertrais. Dorian Malovic, pour vous, il y a effectivement des difficultés avérées ou bien c'est vraiment la crainte de voir des données massivement détournées au profit de la Chine? Écoutez, ce ne sera pas la première fois, il n'y a pas que Huawei, enfin vous avez des sociétés... On parle d'espionnage d'État là quand même. Oui, mais alors vous avez d'autres exemples avec Zoom qui a des bureaux implantés à Shenzhen aussi et qui doit respecter les lois nationales chinoises alors que c'est américain. Vous avez ZTE qui est aussi un opérateur chinois dans la technologie. Vous avez Tencent à l'étranger. C'est compliqué d'avoir des preuves. Je suis absolument d'accord. Pour autant, je crois que la façon dont ces grands conglomérats chinois s'installent dans le monde entier avec des prix certes attrayants et une technologie qui est certes supérieure à la nôtre pour le moment, bon, c'est aussi la faute à certains grands géants de télécom européens qui n'ont pas suivi, où il n'y a pas eu les investissements, où on n'a pas suivi. Ceci dit, ce que je rappelle toujours, c'est si Huawei ne s'appelait pas Huawei, mais Nemtsov ou Khabarov, et que c'était russe, on n'en parlerait même pas. C'est-à-dire on trouverait naturel de s'en détourner. Idéologiquement, c'est russe. Ça n'est pas sûr que ce soit... Pas tout à fait sûr. Non, mais j'essaie d'expliquer cette comparaison. Enfin, j'essaie de donner cette comparaison pour dire que même à niveau technique égal ou supérieur, la marque russe ne serait pas forcément... On trouverait naturel d'avoir des préjugés en la matière ? On trouverait naturel de ne pas en tenir compte ou d'être encore beaucoup plus suspicieux ou d'être beaucoup plus strict. Huawei a eu l'intelligence de s'installer progressivement, de s'infiltrer. On a quand même 3 centres de recherche Huawei en France, et c'est quand même pas rien. C'est vrai que pour eux, c'est important d'être en Europe. C'est le premier marché à l'étranger pour eux. Mais là, ce que dit Bruno Tertrais, si je vous comprends, Bruno Tertrais, la crainte, c'est pas tant l'espionnage d'État que le problème de fiabilité en tant que tel des équipements Huawei. Sur le plan technologique, Non, attendez, non. Personne ne doute, compliqué. et Dorian Malovic l'a bien rappelé à l'instant, personne ne doute du fait que Huawei est une très grande entreprise qui est à la pointe de la technologie 5G. Ça n'est pas ça le sujet. Donc ce sont bien les intentions de Huawei que vous mettez en cause et non pas ses compétences. Oui, ce sont les garanties. Alors moi, je ne mets rien en cause personnellement. J'écoute les experts, notamment les autorités de régulation des télécommunications, qui estiment, à tort ou à raison, moi, c'est pas à moi de juger, mais après tout, c'est plutôt à mon sens des autorités fiables. On n'est pas à Pékin ici, et donc, si vous voulez, ils estiment ne pas avoir les garanties suffisantes de sécurité et de contrôle des flux de données et de maîtrise des infrastructures et de maîtrise des flux de données pour leur donner les clés de la maison. Voilà, c'est tout. Il y a la question de l'espionnage possible, effectivement. Il y a la question de la fiabilité, mais pas au sens de la fiabilité technique. Ce sont, encore une fois, des gens qui ont une maîtrise technologique que personne ne leur conteste, mais on va dire, de maîtrise sur la capacité à nous, Européens, une fois qu'on aura acheté du Huawei, à s'assurer que personne ne pourra interrompre la qualité du service à un moment ou à un autre pour des raisons, par exemple, politiques. Voilà, moi je ne dis ni plus ni moins. Alors, qui est in fine un choix politique ? Peut-être. Je crois que ça sera aussi un choix économique et effectivement, Madame avait raison tout à l'heure de le dire, renoncer à Huawei, ça peut avoir un coût économique, ça peut avoir un coût en termes de maîtrise des infrastructures les plus performantes. Et là, à la fin, ça devient un choix politique. Est-ce que nous voulons la meilleure technologie, quel que soit éventuellement le coût politique, ou est-ce que nous voulons avoir une technologie qui ne sera peut-être pas aussi fiable, aussi disponible immédiatement, mais avec davantage de sécurité sur notre souveraineté parce qu'on arrive au terme de l'émission. Voilà, je voudrais juste souligner un point, c'est que d'un point de vue français et européen, je peux comprendre qu'on a envie de rester prudent. D'ailleurs, je pense qu'il faut rester prudent. Prudent, pardon, excusez-moi. Ensuite, concrètement, encore une fois, face aux technologies américaines et face aux technologies chinoises, je pense que c'est même dans les avantages français ou européens d'avoir les deux choix qui se contrebalancent.
Et en même temps, il faut trouver un moyen, par exemple, un troisième chemin qui permet vraiment d'évaluer de manière neutre, en fait, la crédibilité, la sécurité des technologies américaines et chinoises. Merci beaucoup, Chun-Yanli. Ce sera le mot de la fin. Merci également à Dorian Malovic avec moi en plateau et à Bruno Tertrais qui débattait avec vous à distance. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.